Merci beaucoup Guillaume Carlier. Je vous invite à vous asseoir et j'appelle Émilie Brossier pour la table ronde. Émilie, elle arrive. Donc en attendant, vous pouvez poser des questions sur l'application Comme en Or. Je voudrais aussi saluer les illustrations graphiques de Dominique Lisambard. Il est où? Bon. En tout cas, tous les dessins que vous voyez sont réalisés par lui. Donc on va démarrer. On va démarrer la table ronde. Quand le digital et le physique convergent au profit d'une communauté de marque. Alors pour les personnes qui ont rejoint en cours de route la séquence, je vais demander à nos experts de se représenter à nouveau. D'abord, Émilie, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, bonjour à tous, je suis Émilie et je m'occupe du digital, phygital, communication chez Audio. Et Guillaume Carlier, qui était le dernier keynote speaker. Voilà, donc Guillaume Carlier, moi je travaille pour French Event Booster. French Event Booster, c'est la plateforme d'innovation de la filière événementielle. Donc il y a une partie incubation où on travaille avec 11 startups de la filière événementielle. Et on a une partie coworking, une école qui forme l'école de l'événementiel, qui forme les futurs chefs de projet de la filière. Et au sein de tout ça, on essaie de réunir un petit peu toutes ces personnes et toutes celles qui veulent venir chez nous à travers différents événements, des ateliers d'intelligence collective, des hackathons. Voilà, on essaie de donner les outils à la filière événementielle pour continuer d'innover et amener de plus en plus de personnes pendant les événements. Vous avez aussi mentionné tout à l'heure que vous apparteniez au groupe Viparis. Est-ce que vous pouvez donner des chiffres sur les salons, les lieux Oui. Parce qu'en fait, ça fédère un flux de visiteurs important. Oui, alors tout à fait. Alors Viparis, c'est 9 lieux, comme j'ai dit tout à l'heure, 9 lieux majeurs d'événementiel dans le Grand Paris. En général, les exemples qu'on prend sont le Palais des Congrès de Paris, Paris-Nord-Ville-Pinte ou le salon le Paris Expo Porte de Versailles. Pour ceux qui ont l'habitude de venir sur ces grands événements que sont le Salon de l'Auto, la Foire de Paris, etc. Viparis, ça représente un peu plus de 10 millions de visiteurs par an sur l'ensemble de ces 9 lieux. C'est plus de 800 manifestations. Voilà pour les chiffres les plus importants. Voilà, en B2B, B2C, les salons les plus emblématiques. Alors les plus emblématiques, alors en B2C, encore une fois, je pense que le salon de l'auto, qui a lieu une année sur deux, et des salons comme j'ai pris l'exemple de le salon de l'agriculture, voilà, qui sont des salons qui voient beaucoup de gens. Entre les deux, sur un B2C, B2B, on va bientôt voir la nouvelle édition de Vivatech. Et sur du B2B, qui est d'ailleurs un peu plus proche de chez vous, Paris-Nord-Ville-Pinte, on a des gros salons très importants comme Maison et Objets, Première Vision, que j'ai aussi pris comme exemple. Merci beaucoup. Émilie, Zodio, vous en avez parlé pendant la keynote. Ce qui était intéressant, c'est de refaire une présentation et surtout d'insister sur le concept, l'ADN, parce que vous m'aviez expliqué lors de nos échanges comment avait été créé Zodio suite à une enquête, en fait. Oui, il faut savoir que quand les fondateurs ont pensé à créer Zodio, on ne l'a pas réalisé avec des études marketing classiques et une étude de marché. On l'a réalisé à partir de 200 visites habitants. En fait, les premiers collaborateurs Zodio, tous chefs de produit, directeurs marketing, en fait, on a arpenté plus de 200 maisons où on a ouvert les placards, on a posé des questions, on allait avec une trame spécifique et on leur a demandé tout simplement comment ils vivaient leur intérieur, comment ils recevaient, comment ils cuisinaient pour leurs amis, comment ils fêtaient leur anniversaire, comment ils rangeaient leurs serviettes, éponges qu'ils n'utilisaient plus, pour s'inspirer et réinventer le magasin autour des habitants. Zodio, c'est combien de magasins Aujourd'hui, c'est 22 en France et 25 à l'international. D'accord. 26. Tout augmente. Vous avez misé vraiment sur le collaborateur en premier, en fait. Hein. Si vous pouviez développer en fait, le concept de liberté d'entreprise digitale libérée, si on peut. Ah oui. En gros, dans nos recrutements, ce qui est très important, c'est qu'on recrute des acteurs entrepreneurs, des personnes, pour le coup, qui sont autonomes, qui ont envie de vivre de leur passion. Donc, par exemple, on va prendre un pâtissier qui veut se reconvertir, on va une décoratrice d'intérieur. Et l'idée, c'est de aussi recruter des communicants qui
parlent de leur passion à nos clients. D'où le smartphone pour tous nos collabs et aussi une totale confiance, sans modération, des actions, des communications qu'ils ont auprès de leurs clients. Donc, la question qui pourrait être un peu sensible, il n'y a pas eu de charte, de règlement pour l'utilisation des réseaux sociaux pour ses collaborateurs? Non, pas du tout. En fait, il faut savoir que quand vous animez une communauté, le meilleur modérateur, c'est la communauté elle-même. Déjà, il faut savoir que quand vous ouvrez la première fois votre Instagram, qu'un collaborateur ouvre son Instagram, il commence par 0 follower ou peut-être celui de son meilleur pote ou de ses collègues. Et quand vous postez pour la première fois, il faut savoir que je ne sais pas si vous avez votre Insta public, mais vous allez vous demander, tiens, est-ce que je vais avoir des likes? Est-ce que je vais aimer? Et donc, vous vous affichez et vous vous apprêtez une certaine attention à cette qualité de contenu. Et si toutefois, il pouvait y avoir une dérive, et il faut savoir qu'on n'en a jamais enregistré, jusqu'à présent, je touche du bois, mais moi, la conviction, et c'est ce que je revendique au top management, c'est que la communauté, elle, est la première à sortir les cartons rouges quand il y a une dérive. Et pour le coup, quand vous vous exposez, vous avez envie de donner une image qui vous ressemble, mais avec un coup de vernis. Et en fait, on fait confiance, tout simplement, parce que vous ne pouvez pas libérer toute une communauté si vous êtes derrière elle, à surveiller ce qu'elle publie, à passer par derrière, voire à retirer les publications. Donc, il y a une forme d'autorégulation. Guillaume Carlier, vous n'avez pas de marque à proprement parler à gérer, mais par contre, vous avez misé, vous, sur le visiteur, comme on a vu dans la keynote, enlever la pénibilité, améliorer le parcours visiteur. Tout à fait. Oui, nous, alors en effet, il n'y a pas de marque à proprement parler parce que chaque salon a sa propre marque. C'est-à-dire en général des groupes qui gèrent un certain nombre de salons. Nous, notre leitmotiv, c'est de dire que si les salons continuent à avoir un maximum de visiteurs, plus l'expérience sera bonne et plus les gens vont revenir, et plus il y aura de monde et meilleur c'est pour nos salons et évidemment pour nous. Encore une fois, on n'organise pas de salon, on fait en sorte que le lieu que les salons utilisent soit le meilleur possible. Donc du coup, cette expérience doit être améliorée de toutes les manières que j'ai essayé de vous montrer. Et il faut fluidifier. Alors, si on doit rentrer dans autre chose que du digital, l'expérience utilisateur, elle est aussi dans les toilettes. Il faut que quand on va aux toilettes, il n'y ait pas la queue, que les toilettes soient propres. Voilà, les sanitaires, c'est quelque chose de très important. Là, aujourd'hui, on était sur la partie seulement digitale. Mais c'est ça, c'est qu'à chaque point, à chaque micro-stress identifié pendant le parcours du visiteur, qu'on puisse trouver une solution adéquate, qui généralement digital, parce qu'aujourd'hui le digital est un petit peu arrivé partout, mais c'est ça, c'est de venir aider sur tous ces petits micro-stress. Je l'ai dit, le parking est le tout premier, mais voilà, que ce soit la restauration, j'ai pas pu tous les aborder aujourd'hui, mais venir aider et que la personne termine sa journée en disant j'ai fait un bon salon aussi parce que j'ai pas eu de problème pour me garer, j'ai pu manger rapidement, j'ai pu suivre toutes les conférences. Audio, dont je prenais l'exemple, qui permet aussi idéalement de suivre les conférences si on n'était pas présent ici, mais vous êtes à un autre endroit, quand on est dans des bâtiments beaucoup plus grands. À la porte de Versailles, on a des halls qui peuvent atteindre 20, 30, 50 000 mètres carrés. Et si on n'est pas au bon endroit, on va le suivre sur un écran grâce à ce son-là. Et voilà, de pouvoir dire à la fin de la journée, j'ai vécu une bonne expérience, je peux aller d'ailleurs la partager. C'est ça, c'est de sortir en disant bon, c'est à la porte de Versailles que je reviendrai parce que cette expérience s'est bien passée, et je reviendrai faire la foire de Paris parce que le salon de la grille était un plaisir. Donc votre marque, elle est à la fois pour les organisateurs de salons et pour les visiteurs des salons. On dit toujours qu'on a 3 clients, comme on a discuté, c'est voilà, le visiteur final, l'exposant et l'organisateur de salon. Il faut faire en sorte que tout le monde soit content, mais c'est vrai que le plus dur à aborder est souvent le visiteur final, parce que c'est lui qui va revenir ou non visiter le salon, qui fait qu'on aura ou non une future édition du salon. Merci Guillaume. Émilie, en fait, vous avez dit tout à l'heure que le digital avait une place importante chez Audio. Et en fait, c'est la substance même de l'entreprise. Au-delà d'avoir fait les enquêtes, comment était structuré vous êtes un retailer, comment était structurée l'organisation digitale au sein de Audio? Alors, le digital n'appartient pas à un service particulier, elle appartient à tous.
Et pour le coup, ça aussi, c'est une vraie transformation d'entreprise. L'idée, c'est qu'on ne voulait surtout pas que le digital ou les réseaux sociaux ou le web appartiennent au service marketing avec une petite équipe qui pense avoir la bonne réponse. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en général, ce cloisonnement fait que plus personne se préoccupe du sujet, que les personnes se sentent légitimes et en plus, ça ne permet pas d'accélérer sur le sujet. Donc nous, on a fait le choix, donc nous n'avons pas de community manager, nous n'avons pas de responsable comme web dédié chez nous, mais en quoi on sensibilise les magasins. Donc chaque magasin est formé, accompagné et responsabilisé. Également à la centrale. Nos chefs de produits sont des chefs de produits digitaux. Ils sont animés sur le fait qu'ils animent également leur communauté, c'est-à-dire qu'ils ont leurs ambassadeurs web qu'ils ont recrutés sur Instagram pour partager sur la découverte des futures pépites. Les magasins, chaque personne qui veut contribuer sur la page Facebook du magasin peuvent lever la main. Et donc, naturellement, en fait, c'est un ingrédient qui appartient à tous et qui n'est pas sectorisé. Donc, ça vous différencie de tous les autres distributeurs? Oui. Oui. On vient souvent me demander, mais comment tu fais? Alors, parfois, ça a ses limites. Tout le monde est CM. Voilà, donc des fois ça a ses limites, évidemment, c'est qu'il faut, on fonctionne à l'énergie et à l'animation, donner du sens, ça c'est très important, rassurer, libérer et animer collectivement. C'est pour ça que je le redis, mais en quoi tout votre top management porte le sujet, mais aussi soit à l'aise, parce que c'est normal, tout le monde n'a pas grandi à la même vitesse sur ces sujets-là, tout le monde, chaque expertise, vous êtes un expert de la centrale, un expert chef de produit, tout le monde n'est pas hyper à l'aise avec comment suivre, répondre à une question sur Instagram, sur un produit, ou voire même quelqu'un qui vous dit que votre produit, il n'est pas au niveau d'attente que le client attendait, mais en quoi on le sensibilise sur le fait que chaque contact client sur n'importe quel canal est une main tendue, c'est-à-dire que le client, s'il est engagé avec vous, c'est qu'il a une preuve d'attention, d'attachement à la marque et qu'il ne faut pas qu'il le prenne pour lui, mais qu'il a un devoir de l'accompagner, quel que soit le magasin, le chef de produit, n'importe quel métier. Donc on va dire que ça change la relation avec le client et ça change la perception de l'achat en fait. L'achat, vous m'avez dit, ce n'est plus un aboutissement, c'est un moyen. Oui, alors nous, on est convaincus que l'achat de l'objet, c'est terminé. Plus personne n'achète un objet pour se faire du bien et de se dire, tiens, j'ai dépensé mon argent et oh là, je vais beaucoup mieux. Ça, c'était avant. Alors, quand vous êtes distributeur de 30 000 produits avec des magasins et même pas un site internet vendeur, on se dit, bon, c'est mal barré cette histoire. Mais quand vous le voyez autrement, en fait, autour de la maison, en tout cas, tout le monde qui est ici reçoit, fait des fêtes d'anniversaire, fête Noël, redécore sa maison, réinvente sa maison au fil des saisons. Et vous avez ce qu'on appelle des moments de vie que vous avez envie de partager et dont vous avez besoin de vous réaliser, notamment autour de la créativité. Et là, l'objet et l'inspiration, et c'est là ce sur quoi on se bat chez Audio, c'est là que nous, on crée cette véritable différence et que ce contenu différenciant d'inspiration a vraiment de la valeur et que là, les clients pensent Audio parce qu'en disant, chez Audio, je vais avoir de l'idée. Parce qu'il faut savoir que tout le monde n'est pas à l'aise avec les couleurs. Faire de la déco, associer des couleurs, tout le monde n'est pas à l'aise. On a peur de se tromper, se mettre à cuisiner du pain, c'est compliqué. Se mettre à faire du cake design, on peut avoir envie, mais on a besoin d'aide. Et même des fois, quand on sait, c'est pas parce que vous êtes artiste ou créateur, vous avez toujours de l'inspiration. Et là, c'est le rôle de Zodio. Et là, c'est le rôle du magasin. Et le Figital y revient, c'est en quoi le contenu inspirant que vous retrouvez sur le web, vous pouvez le réaliser en magasin. Merci. Guillaume Carlier, vous, la compétence numérique, vous êtes allé la chercher ailleurs, vous avez sourcé des startups. Donc, quelle a été la démarche et quels ont été les critères en fait, de recrutement?
Le critère de recrutement principal, c'était d'aborder d'une manière ou d'une autre d'adresser la filière événementielle. Quand on a créé French Event Booster, donc maintenant il y a une petite année, à l'été dernier, on a lancé un appel à candidature pendant 1 mois et demi. On a reçu un peu plus de 80 demandes. Et l'idée, c'était de dire aux startups, vous adressez déjà aujourd'hui la filière, c'est parfait, on peut travailler ensemble. Ou alors, vous avez déjà un modèle précis. Et la filière événementielle, c'est peut-être la suite de votre projet. Et auquel cas, on va vous aider à aller vers cette filière. Donc, l'intérêt, c'est que French Event Booster, c'est pas que Viparis qui en est le principal instigateur, mais c'est aussi 5 autres partenaires qui ont tous mis en place certains moyens, des personnes qui viennent travailler au quotidien avec nous et qui viennent développer l'innovation au sein de la filière événementielle. L'idée, c'est qu'on aide cette start-up à aller chercher ce nouveau marché. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, mais voilà, l'intérêt pour elles, c'est qu'elles sont au quotidien au sein de Paris Expo Porte de Versailles. Donc, elles vivent les événements. Il y a beaucoup d'événements tout au long de l'année. Et elles vont pouvoir, peut-être, dans certains cas, tester leurs solutions. On essaie. Certaines des start-up que je vous ai montrées vont pouvoir être, par exemple, présents au prochain salon Vivatech. Donc, on a par exemple KickObject. KickObject, ils ont décidé de digitaliser les objets perdus, les objets trouvés. Vous êtes pendant un événement, ça vous est sans doute déjà arrivé de perdre des choses, et il y a des vrais problèmes juridiques pour l'organisateur parce qu'il n'a pas le droit de tout garder. Si c'est pour des permis ou des pièces d'identité par exemple, il doit le ramener au commissariat, etc. Des choses un petit peu lourdes. Eux sont venus digitaliser ce processus, s'en occupent. Alors évidemment, il faut communiquer un maximum parce que pour que le produit soit utilisé, il faut que l'organisateur joue son rôle et communique un maximum dessus. Mais voilà, vous allez pouvoir lancer dans l'application la recherche sur ce que vous avez perdu. La personne en face qui a trouvé va faire la même chose. Et évidemment, il y aura un frais pour la personne qui va récupérer son bien. Voilà. Chez Audio, ce qu'on sent, en fait, il y a une espèce de proximité, authenticité, inspiration, passion. Quels sont les facteurs de dynamisation de la communauté? Est-ce qu'on a des chiffres sur la communauté aussi? On n'aime pas beaucoup les chiffres chez Audio. Oui, alors les KPI, c'est le nombre de personnes qui nous suivent sur Facebook, sur Instagram. Mais nous, on fait beaucoup d'analogies avec la vie privée. C'est comme si vous pensiez que d'avoir le plus de nombre de personnes qui vous suivent sur votre page Facebook fait de vous quelqu'un qui crée des relations vraiment authentiques. Nous, on ne croit pas au nombre, on croit vraiment à l'activation, au nombre d'échanges. Donc moi, je pense, c'est comme les gens, vous avez tous des relations où il y a le gars qui a 3000 potes sur Facebook, mais en fait, est-ce qu'il en connaît 5 au moins, enfin, avec qui il crée vraiment des liens? Donc moi, je ne challenge pas mes équipes sur le fait qu'il faut que tu aies le plus de personnes qui te suivent. C'est en quoi tu gardes le lien, tu as une exigence de culture, tu réponds à tous les messages, tu es authentique. Nous, on dit toujours, connais le prénom de tes 10 meilleurs clients, accueille tes meilleurs clients comme tu accueilles tes amis, fais à ton client ce que tu fais à tes amis, et après le nombre qu'importe. Et donc, je ne pense pas que suivre un chiffre d'affaires, c'est important, un repos, c'est important, mais sur ce sujet-là, c'est plutôt quelles sont les bonnes pratiques, les bonnes démarches humaines, relationnelles, parce que le client n'est pas dupe. De chercher à recruter, et c'est comme si vous organisez des soirées dans vos magasins et que le client, le lendemain, il ne revient pas, et que vous voyez juste que vous avez vu 50 personnes à votre event, et que le lendemain, le collab ne pense pas à lui dire « Bonjour Madame Brossier, j'étais content de vous voir hier soir ». Le client, pour nous, c'est le client connu, reconnu. Donc c'est ça les bonnes pratiques pour nous qu'on souhaite vraiment cultiver. D'ailleurs, nous, on utilise le mot « boutique » et non pas le côté grand magasin, parce que c'est vraiment accueille ton client comme tu accueilles ton ami. Donc je ne souhaite pas et en plus, c'est super flippant. C'est comme si vous mettiez sur Instagram et que vous disiez « Bon, allez, dans 2 mois, il me faut 2000 followers ». On le sait tous, ça ne fonctionne pas. On construit dans le temps. Donc, c'est plutôt la qualité de la relation. Et on sait aussi que nos clients, après, deviennent des vrais ambassadeurs. Donc, voilà, c'est essayer de fonctionner avec du bon sens, ne pas mettre la barre trop haute parce que c'est vraiment pas utile. Et en plus, ça fait peur et ça décourage. Et ça fausse la relation.
Le résultat, ça serait pas plutôt l'interaction qui a commencé dans le virtuel et qui arrive dans le réel à travers les animations, les ateliers que vous organisez dans les boutiques? Oui, alors tout à fait, grâce à la Zodiosphère ou au groupe Facebook qu'on organise. Donc, par exemple, nos magasins créent des groupes de passionnés de la pâtisserie. Et on est assez fiers de ça. Et nos clientes, elles nous donnent des témoignages très, très forts en émotion. Mais en gros, on crée ces lieux d'accueil, c'est-à-dire qu'on permet aux passionnés, aux clientes qui se connaissent sur le virtuel, donc par exemple, elles se connaissent via Facebook, et on organise des événements, des ateliers gratuits ou des soirées. On leur dit, bah voilà, les filles, ce soir, on laisse le magasin ouvert plus tard pour faire un petit repas avec vous, parce qu'on a envie que vous vous rencontriez, on a envie de vous connaître. Et les clientes, elles deviennent copines entre elles et après, elles reviennent en magasin entre copines et elles connaissent le chef, le directeur de magasin et elles disent « mais sans audio, on ne se connaîtrait pas ». Et nous, notre rôle, c'est en quoi, et ça c'est difficile dans le temps, je ne vous le cache pas, c'est en quoi il y a ce rituel qui fait que le magasin soit en permanence acteur d'event pour accueillir ces clients qui sont extrêmement demandeurs. Et ça, moi, je le sous-estimais. Je me disais, mais les clientes, elles vont pas vouloir venir passer la soirée en mag. Mais en fait, comme c'est des passionnés, qu'il y a un sujet qui les anime, et qu'en plus, vous faites des petits gâteaux, vous servez un petit verre, vous mettez de la musique sympa, ben, en fait, vous créez un moment qui touche au cœur. Et là, vous n'êtes plus un vendeur de produits, vous êtes un vendeur d'émotions. C'est ce que vous avez appelé la boucle vertueuse. Oui. Vous voulez développer ou non? Ok, c'est la boucle vertueuse. Sauf si après, il y a des questions. Elles reviennent en magasin. Oui, bah c'est ça. Enfin, il y a de l'amitié, la proximité, il y a de la passion, voilà, l'inspiration. Je reçois des messages de clientes qui me disent « Ouais, non, mais ça fait longtemps que vous n'avez rien fait. » Ah ouais, enfin, c'est juste un mois. J'ai des clientes. Alors évidemment, dans notre métier aussi, on met des clients au cœur de toutes nos actions. Là, on développe le e-commerce, enfin. J'organise mes réunions. C'est compliqué parce qu'on a tous notre rituel qui fait que vous êtes dans votre tube et que vous dites « Ah ouais, c'est vrai, les clients. » En fait, c'est le plus important. Et moi, à chaque fois que j'ai pivoté, c'est parce qu'il y a la cliente. Et en fait, pareil pour mes magasins, j'ai mes directeurs de magasins qui, quand ils changent un rayon, qui veulent changer un rayon, la disposition, les nouveautés, ils font venir le client, la passionnée de pâtisserie. Et pour vous donner une anecdote, quand on a ouvert Zodio, on a mis plein de produits pâtisserie et nos magasins ont fait venir des ambassadeurs. Et les ambassadeurs de pâtisserie, elles nous ont dit c'est sympa, mais ta pâte à sucre à 15 grammes, franchement, je fais même pas une fleur avec. Et en fait, elles nous ont dit ouais, c'est gentil, mais je peux pas pâtisser avec ce que tu as. T'as pas des produits de pro. Moi, quand je pâtisse, je veux du matériel de pâtissier. Et donc, la chef de produit, elle était là et elle a revu toute sa gamme. Alors, c'est quand même du boulot, mais en fait, le client, il vous met face à... En fait, il vous dit que quand vous êtes juste ou à côté de la plaque. Et donc, cette boucle vertueuse, quand vous mettez le client au cœur de votre dispositif, il voit comment on fonctionne. Il voit aussi qu'on n'est pas parfait. Et nos clients sont super tolérants. Des fois, ils nous le disent. Ils me font « Ouais, non, mais là, t'es trop cher. Des fois, ton produit, tout le monde l'a. Moi, je veux du produit différenciant. » Ça va jusque-là. Quand on vous parlait des 200 visites habitants, quand on a construit le magasin Zodio, qui était à Massy, sauf qu'on avait fait des visites habitants dans le Nord, on a loué un bus. Et nos premières clientes, c'était les clientes des visites habitants. On leur a dit, si vous voulez, on ouvre à Massy, on fait un bus. Et alors, elles étaient super contentes. Et on les suit encore. On a 10 ans, on a eu 10 ans l'année dernière. Et donc, c'est vraiment une histoire très testimoniale qu'on crée avec nos clients. Et aussi avec nos collaborateurs, parce que ce qui se passe, c'est qu'on recrute nos clients. Ouais, donc ça symbolise en fait la boucle vertueuse, une convergence réussie entre le physique et le digital. Mais derrière, il y a vraiment une importance liée à l'humain. Dans l'événementiel, quel serait le Graal, le stade suprême de la convergence entre le numérique et le physique? Le Graal, le Graal, c'est que le client revienne. Nous aussi, on a ce besoin un petit peu de pérenniser la relation. Le Graal, c'est peut-être d'arriver, encore une fois, à ce qu'on vienne
maximiser ce contenu qui fait que les gens reviennent, cette expérience qu'ils vivent. Je pense que le Graal, c'est quand ils se sont dit « Ah oui, là vraiment, cette nouveauté m'a plu. J'ai testé un nouveau système, j'ai testé un nouvel outil, et ça m'a apporté quelque chose en plus dans l'expérience que j'ai vécue avec tel événement, etc. » Et je pense que, alors le Graal, c'est peut-être un peu fort, mais c'est de se dire que quand j'étais sur tel salon, il y avait ça, alors que sur tel salon, il n'y avait pas. C'est peut-être ça, et on arrive à se souvenir d'un moment qu'on a vécu parce qu'on a eu une expérience supplémentaire. La personne avant moi parlait de réalité augmentée. Ça commence à se voir de plus en plus dans l'événementiel également. Et c'est pareil, en général, ça nous laisse un souvenir. On repart en plus avec une carte, on va pouvoir tester chez soi. Et le Graal, c'est ça. C'est qu'à un moment, on leur a amené quelque chose en plus. Et ils n'ont pas juste eu l'impression de jouer avec quelque chose, de s'amuser avec un nouvel élément, mais vraiment de se dire, ah oui, ça a transformé mon envie, ça m'a amené un peu plus que le contenu initial. D'un côté, on a l'humain au cœur de la réflexion et associé à l'expérience. Est-ce que ça signifie en fait la réussite d'une convergence numérique et physique? On arrive au terme de la table ronde. Est-ce que vous avez un message fort à faire passer, Émilie? Je le redis, le digital propriétaire de tous, il faut vraiment, si vous êtes convaincu qu'il faut que vous l'intégriez, c'est en quoi vous devez prendre votre bâton de pèlerin et que vos collègues, vos managers, votre top management, ils se le mettent en tête parce que c'est une philosophie, ce n'est pas qu'un moyen. Merci. Guillaume? Alors moi, la conclusion, ce serait déplacez-vous. Continuez d'aller sur des salons, des congrès comme aujourd'hui. Venez rencontrer les gens, parce que la valeur humaine, on l'a bien compris aussi sur les audios, la valeur humaine est très importante. Et c'est ça, c'est quand vous allez vous déplacer, vous allez rencontrer un congrès, vous n'allez pas juste venir partager de la valeur ajoutée sur une nouveauté, sur un nouveau service, etc. Vous allez rencontrer des gens, peut-être des futurs partenaires de travail, peut-être des futurs clients. Et c'est ça, c'est déplacez-vous, allez visiter les événements, allez vivre l'événementiel. Voilà, sortez de chez vous. Émilie Brossier, Guillaume Carlier, merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. Un peu plus fort même. Voilà. Et puis rendez-vous pour la séquence 3. Merci beaucoup. Merci Frédéric.